Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine, une émission exceptionnellement enregistrée depuis le Thionville Open, ce tournoi de tennis ATP organisé à Thionville. Nous sommes d'ailleurs ici au cœur de la ville de Thionville, au Spot, la nouvelle salle polyvalente de la ville. Une émission Sans Filtre toujours organisée en partenariat avec le Cercle des Parèges, avec Orange, avec la maison Bianchi et notre partenaire audiovisuel Wayvision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast. Elle sera également diffusée chez nos amis de Moselle TV. Moselle TV qui d'ailleurs nous a mis à disposition son studio ici au cœur du Thionville Open. Merci à eux, merci à Jérôme Bergerot. Une émission donc délocalisée qui nous permet, avec Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine, d'accueillir aujourd'hui le maire de Thionville, Pierre Cuny. Bonjour Pierre Cuny. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Formidablement bien. Formidablement bien. Merci de nous accueillir dans votre ville, dans votre salle, le spot. On va y revenir. Et j'allais dire presque dans votre tournoi, là aussi, on va y revenir. Mais avant, Pierre Cuny, dites-nous, cette nouvelle salle, justement, le Spot, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est quoi ? Quel est cet objet, le Spot ? Alors, ça dépasse nos espérances, puisque on avait à cet emplacement un gymnase municipal qui datait de 1960, qui était dans un état de désuétude assez important, et pour lequel s'entraînaient des clubs de très haut niveau, et en particulier deux clubs qui sont ces clubs résidents, l'Escalade, qui fait partie des 50 meilleurs clubs français d'escalade, et la GRS, qui est le premier club français en gymnastique rythmique. Et avec à l'intérieur de ces deux clubs des athlètes qui participent aux plus hautes compétitions, dont les Jeux Olympiques. Et donc il nous est venu de reconstruire ce bâtiment, mais en y ajoutant un élément événementiel, puisqu'il manquait à Thionville, clairement dans sa structure sociale d'accueil, une grande salle qui permette de tenir des grands événements, des événements qui soient sportifs ou autres, politiques, culturels, les vœux du maire et ainsi de suite. Donc et on n'avait pas ces salles. Et donc on a donc adossé, on est parti sur un projet qui a permis d'adosser deux salles, une salle qui est une salle événementielle dans laquelle il y a une activité sportive habituelle et de façon ponctuelle. Il y a, demain par exemple, cette salle est utilisée pour faire un événement au niveau des entreprises du territoire. Et puis la grande salle centrale qui sert effectivement aux deux clubs résidents, mais à l'événementiel de très haut niveau. Et je pense bien sûr à ce tournoi ATP 75 qui se déroule dans d'excellentes conditions. Et là, on se rend compte de la qualité qui a été faite par la qualité architecturale d'une part et des services qui ont travaillé, puisqu'elle répond quasiment de façon presque inespérée à tout ce qu'on pouvait espérer avoir. Et là, on a une qualité de luminosité qui est exceptionnelle pour suivre le tennis. Il y a un environnement feutré qui permet véritablement de vivre le tennis. Il y a une vision sur les cours qui est absolument remarquable. Qui aurait déjà eu la chance de venir au Spot, il est transfiguré. Enfin, la salle est transfigurée. On la reconnaît pratiquement pas à certains endroits, quoi. Alors voilà. Alors en plus, si vous voulez, c'est vrai que j'ai été bluffé par les contraintes de l'ATP en me disant Yves Henry en particulier ne pourra jamais retransformer. Et là, on est dans un espace, on est dans un autre monde. Et je crois que c'est important aujourd'hui que ce tournoi qui naît, c'est la première naissance, puisse maintenant évoluer véritablement et que le territoire thionvillois et au-delà se l'approprie. Justement, si on rentre dans le cœur du sujet sur ce tournoi, vous pouvez nous redire comment vous avez réussi à le faire venir, comment vous avez fait c'est un peu un gros coup quand même d'attirer un tournoi ici à Thionville. Tournoi ATP surtout. ATP. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il y a deux choses. C'est-à-dire que dès que j'ai été maire, j'ai pensé qu'il fallait véritablement donner une image forte au territoire thionvillois. Ce qu'on appelle l'attractivité. Ouais. Et donc cette attractivité, depuis 2016, on y travaille avec l'ensemble des services, des adjoints, en s'appuyant sur deux piliers, le sport et la culture. Et de façon absolument exceptionnelle, je rappelle que en termes de temporalité, on accueille cet ATP 75 et dans une semaine Politeia. Donc on a vraiment deux événements, l'un de niveau mondial
et l'autre de niveau national qui vont coexister. Et donc, au même titre qu'il y a eu un effort colossal qui a été fait en termes de football, par exemple, où il y a eu cette volonté de créer une grande équipe de football, il y a eu la volonté d'un homme qui s'appelle Yves Henry, qui est venu me trouver il y a 5 ans en me disant « Pierre, il faut absolument qu'on construise un tournoi, un petit frère. » Moselle est directeur du Moselle Open. Oui, voilà, un petit frère. Et donc, à l'époque, on était loin de penser qu'il arriverait ce qui est arrivé au Moselle Open, mais un petit frère qui permette de faire vivre le tennis en Moselle à travers ces 2 événements, l'ATP 250 sur Metz et un ATP, alors 125, on va dire, dans l'avenir assez proche, sur Thionville, ce qui permet effectivement de vivre. Et puis, là-dessus, moi, j'avais renforcé cette vision en disant, mais après tout, comme Thionville est véritablement dans une dynamique, un espace européen, mais je parle même plus de frontières, européen, pourquoi ne pas travailler avec nos collègues? Et c'est des rencontres que j'ai eues avec Georges Michaud, qui était à l'époque le bourgmestre de Esch, qui nous a amené... Et qui est aujourd'hui ministre des Sports. Ministre des Sports, qui sera là tout à l'heure d'ailleurs, qui nous fait le plaisir d'être très souvent à nos manifestations, pour avancer effectivement sur un tournoi qui serait un tournoi, alors celui de Thionville, plutôt européen. On voit que c'est plus compliqué que prévu, parce que, le Luxembourg, et en particulier Esch, n'a pas les structures pour accueillir ce type de tournoi. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Et la deuxième ville du Luxembourg, qui est juste à côté, n'a pas, alors que Thionville a ses capacités. Et la date est une date qui appartient à Thionville. Et donc, si demain, il y a cette volonté de travailler effectivement sur un tournoi plutôt à dimension européenne, il faudra vraisemblablement avoir peut-être dans une même boîte 2 dates. L'une qui correspond à Thionville et qui est pérennisée, et l'autre qui correspond à Luxembourg et qui est pérennisé avec des liens forts. Votre idée initiale qui était de faire une fois à Thionville, une année à Thionville, une année à Esch... ça peut pas. L'ATP nous a dit c'est pas possible puisque la date elle appartient à la ville de Thionville. À partir du moment où Thionville va dire par exemple l'année prochaine, c'est pas nous, ça va être Esch, nous on peut pas dire que ça va être Esch. Ça remonte à l'ATP. Et l'ATP c'est des dizaines et des dizaines de demandes pour avoir une date ATP pour pouvoir organiser ce tournoi. Et là, vous avez signé, entre guillemets, pour combien d'années? Est-ce que ça signe pour plusieurs années avec l'ATP, comme ça? Vous êtes engagé, nous, alors ça, le maire de Thionville n'est pas acteur. C'est dans ce cas-là, c'est bien sûr la société All In, donc et All In Moselle, qui est dirigée par Yves Henry, qui dès le lendemain, comme actionnaire Tsonga et Assion, qui sont là et qui seront là, notamment Tsonga sera là demain, Assion il était là hier, et donc c'est eux qui, dès le lendemain du tournoi, si le retour, qui aujourd'hui sont très bons, se confirme, on demande immédiatement l'année prochaine la reproduction de ce tournoi, plutôt aux mêmes dates, qui correspondent à des dates très favorables, parce qu'on est en début de saison, et on a un certain nombre de joueurs, par exemple, on a un joueur qui vient de gagner Lugano, c'est Koric, qui était dans les 12 premiers, et qui est, parce que blessure sur blessure, et là, qui est en train de remonter, qui sera là, je crois que c'est demain ou après-demain, qui va jouer ses demi-finales, voilà. Et donc voilà, donc on a d'excellents joueurs. Moi j'ai vu hier, je ne pensais pas avoir ce niveau. Moi j'ai vu hier des services à 207 km/h, quoi. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Vous parliez d'être le petit frère du Moselle Open à l'origine. Le Moselle Open va disparaître, on le sait tous malheureusement. Quelles seront les conséquences sur votre tournoi à vous? Aucun. J'ai pas envie de dire ça donnera plus de visibilité. Ce qui est clair, c'est que ça sera aujourd'hui le seul tournoi ATP dans le Grand Est. À ce niveau-là, c'est Thionville. Et donc, notre volonté, c'est de le faire rapidement progresser sur un 100 et 125, ce qui permet déjà d'asseoir un tournoi de très très haut niveau sur la Moselle. Maintenant, le reste s'inscrira différemment. Alors, moi, je suis pas du tout au courant et savoir ce qui s'est passé dans le Moselle Open. Ce que je dis simplement, c'est que quelles que soient les responsabilités et les causes, c'est toujours des choses d'histoire d'hommes. Et ce qui se passe aujourd'hui à Thionville, cette formidable dynamique qui pulse le sport, la culture, l'université, le sanitaire, le commerce, c'est parce que c'est un alignement de gens qui, à un moment donné, ont cru en leur territoire et disent maintenant, voilà, ce territoire a des atouts extraordinaires. Quand on me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de plus? Non, je joue simplement les atouts d'un territoire qui a toutes les voies de communication uniques, c'est unique, au cœur de l'Europe et proche du pays dont le PIB par habitant est le plus élevé en Europe. Alors, on va revenir sur ce positionnement, sur l'attractivité de Thionville. Encore un mot sur
le Thionville Open, même si on va pas faire toute l'émission sur ce tournoi de tennis. On peut, hein. On peut, je sais, ouais, ça ne vous gênerait pas. Ouais. On est mercredi, donc c'est quelques jours que le tournoi Open a ouvert le Thionville Open a ouvert ses portes. Quels sont les premiers retours que, en toute objectivité, hein, sans faire plus qu'il ne faut le VRP du Thionville Open, mais quels sont les premiers retours que vous avez? Alors, ça, des professionnels d'une part, mais aussi de la population. Est-ce que c'est déjà bien ancré dans la ville ou pas? Parce qu'on est au cœur de la ville en plus. Alors, on est au cœur de la ville. Ce qui est clair, c'est que c'est un tournoi qui nécessite progressivement de s'inscrire Politeia. Il y a 2 ans qui maintenant est inscrit. C'est un tournoi qui nécessite, bien entendu, de s'inscrire progressivement comme un rendez-vous incontournable. Les retours que j'ai, j'en ai, moi, des partiels, j'en ai à travers Yves Henry, à travers Julien Bouter, à travers celles et ceux qui sont Ted Ranghella, et de dire que les premiers retours que nous avons des joueurs, ils sont excellents. Dire qu'ils travaillent dans des conditions, ils nous disent, dans certains tournois 250, on n'a pas les mêmes conditions qu'ici. Donc c'est des conditions, conditions exceptionnelles, c'est tout neuf. Et puis il y a une circulation, et puis il fait beau. Et puis, il fait toujours beau. Il fait toujours beau à Thionville. Voilà. Donc ça, c'est une chose. En termes de fréquentation, parce que moi, je suis un novice. Vous me parlez de foot, de vélo, de ski, voilà. Moi, je suis un novice. J'ai fait un peu de tennis, mais j'apprends énormément au contact de Yves Henry, qui me briefe comme un... il me dit que les fréquentations aujourd'hui estimées, donc dimanche, c'était 1000 personnes à peu près, et lundi, mardi, on tourne entre 700 et 1000 personnes. Donc on est à plus de 3000 personnes qui ont franchi, qui sont restés 1 heure, 2 heures, l'après-midi, un match, voilà. Et donc ça, ils disent, pour eux, c'est excellent. Et donc on part bien dans une dynamique aujourd'hui. L'objectif, c'était plus de 6000 personnes. Et là, de l'avis de Yves Henry, à qui j'en ai parlé hier, ça sera beaucoup plus haut. Là, on vise quasiment entre 10 et 11 000 personnes à la fin de ce tournoi. Ce que je sais, c'est que et dimanche, et samedi et vendredi, c'est full. Donc on est sur la bonne tendance. Pour quelque chose qui est nouveau. Je rappelle aussi qu'on est une ville frontalière. Et donc, beaucoup de gens, dans la journée, sont au Luxembourg. Et c'est vrai que ça se repeuple le soir. Et puis là, on arrive maintenant avec des matchs d'une qualité avant ces qualifications. Le premier était déjà très bien. Mais on voit bien que vers 5 heures du soir, il y a beaucoup de gens qui viennent passer 1 heure, 1 heure et demie sur cet On sait aussi que dans ce genre de tournoi, le modèle économique ne repose pas que sur le sport et que sur les spectateurs. Il y a aussi les partenaires, le salon VIP, les rendez-vous business qu'on peut venir y faire. D'ailleurs, une force du Moselle Open, est-ce que beaucoup regrettent avec la disparition en 2026 du Moselle Open, est-ce que c'est aussi ce que vous avez commencé à faire de ce Thionville Open un rendez-vous business déjà du Nord Lorraine, du Nord Moselle? Oui, alors... clairement, là, moi aussi, j'organise maintenant des rencontres. Hier, j'ai rencontré les présidents de clubs, de sport. Demain, je fais une réunion sur la santé. Dans quelques jours, sur la culture. Et donc, effectivement, c'est important, ce type d'événement, non seulement pour le sport, et pour le sport de masse, parce que je dis bien, là, on a l'élite, mais l'élite se nourrit du sport de masse. Et il y avait toujours cet exemple d'Hugo Humbert, c'est en allant à l'Open de Moselle qu'il a dit « je veux faire du tennis ». Et donc voilà, donc ça c'est très très important. À côté de ça, il faut que ça soit un lieu effectivement d'appropriation et de partage entre les industriels, les commerçants, les sportifs, les culturels. Voilà, il faut que ça soit pour nous un creuset. Alors c'est vrai que sur Thionville, ça fait depuis un petit moment qu'il y a ce melting pot, j'ai envie de dire, qui circule à toute vitesse. Lorsqu'on a décidé de lancer quand même une dynamisation très forte au niveau de l'université. Je rappelle qu'on est passé de 900 à 2500 étudiants en 5 ans. Il y a eu là aussi un alignement des planètes où les proviseurs, les directeurs d'établissement, les directeurs d'écoles de commerce, je rappelle que l'IPAG vient s'installer quand même sur Thionville, quand même. Donc c'est la 6e école de commerce. Voilà. Et donc il y a cette volonté de faire de ce territoire désormais un territoire très attractif, très en vue, parce que sa situation géographique, elle est extraordinaire. Vous savez, c'est la première réflexion que je me suis fait en arrivant en 82 sur le territoire. Je découvrais cette ville, en étant ancien, au-delà de Pont-à-Mousson, c'était Terra Incognita. J'ai découvert cette ville et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a comme potentiel à jouer? Mais le potentiel n'était pas joué, tout simplement. Vous allez vous arrêter où? On a l'impression que Thionville est en train d'être partout, là. Oui, il y a le projet de fusion. Ouais, il y a la fusion, il y a le tennis. Clairement, ce territoire, la première des choses, en termes, on parle de l'attractivité, la première des choses, c'était de remettre de l'ordre dans l'organisation politique.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours porté et dit dès 2016, il fallait fédérer, il fallait travailler ensemble. Pourquoi ça partait dans tous les sens? Il y avait 6 EPCI. 6 EPCI, c'est comme si sur Metz Métropole, vous aviez 6 EPCI à l'intérieur de Metz Métropole. Et on voit très bien ce qui se passe en Europe. On va comparer à ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que si vous avez 27 pays qui ont 27 armées, mais qu'aucune armée travaille avec l'autre, bah vous avez 27 petites armées. Et donc, la première chose qu'il fallait, c'est véritablement se mettre d'accord sur un projet, sur une ambition territoriale. Avec Michel Hippolyte, ça a tout de suite matché. Et donc, lui-même a senti, avec son expérience politique, que seul, il pouvait pas avancer. Nous, on était plus dans répondre à notre ambition, et Michel était plus dans il faut vraiment que je consolide ma structure à côté d'une agglomération qui potentiellement, voilà, qui pèse. Et donc, ça a tout de suite matché, et on a tout de suite compris qu'en étant à 2, ça allait changer les choses. Et ça a changé les choses. Parce que les rapports maintenant avec les collectivités voisines sont très apaisés, ce qui n'était pas le cas. Et c'était pas le cas que pour Thionville, c'était les collectivités entre elles qui avaient du mal à s'entendre. Et on le comprend, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Quand vous êtes un homme politique de territoire, vous défendez votre territoire. Quand vous gérez une grande agglomération, vous défendez au-delà de votre territoire. C'est comment fédérer, avancer sur des grands projets. Et là, aujourd'hui, véritablement, on est là-dessus. On voit bien quelque chose d'anecdotique. Ce tournoi ici n'aurait pas pu avoir lieu si Étanges, grande, qui est pas dans la même collectivité que la nôtre, n'avait pas fait des tours, des cours de tennis identiques à nos cours de tennis. Et voilà. Et on voit bien que maintenant qu'il y a cette grande agglomération, il y a un grand mouvement qui est en train de se passer progressivement. La mobilité, on pourra en parler. Mais les projets qui arrivent, projets sportifs, projets d'environnement, où les gens se disent, bah, maintenant qu'on a cette grande agglomération, il faut, qu'on travaille avec elle, mais 2, on a envie de travailler avec elle. Et voilà le changement. Parce que la volonté d'une grande agglomération, et je la dirigerai vraisemblablement à partir de début décembre, c'est de travailler avec les autres. Ça nous donne des droits, parce qu'on est une grande agglomération, mais des devoirs vis-à-vis des autres. Alors on a l'impression avec Luxembourg, vous en avez parlé un peu, que actuellement et avec l'accélération du phénomène frontalier, Thionville et le Nord-Moselle est un peu béni des dieux, j'allais dire. Voilà, tous les planètes s'alignent, vous avancez fort, vous poussez fort, mais il y a un risque aussi, on le sait, avec le phénomène frontalier, c'est qu'il y a vos concitoyens, vos administrés qui ont la chance de travailler au Luxembourg, donc qui ont des revenus qui sont nettement supérieurs à la moyenne française, et d'autres qui ont fait le choix de pas travailler au Luxembourg, qui ne peuvent pas. Est-ce que là, on en a déjà parlé voilà, vous avez déjà parlé à nos micros, il y a ce risque de fracture entre frontaliers et non frontaliers, et d'avoir des projets un peu, allez, on va dire, qui brillent quand même, comme le Moselle, comme le Thionville Open ou d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une fracture au sein de Thionville, voire de l'agglo et de la future agglo, entre en fait, le Thionville et le Nord-Moselle qui va bien? Est-ce que ça, vous l'avez en tête? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? C'est le plus grand défi qui s'ouvre à nous sur les 6 ans à venir. La ville de Thionville, et ça a été ma volonté, c'est de marcher sur ses 2 pieds. C'est d'arrêter d'imaginer, de dire heureusement qu'il y a le Luxembourg. Non, c'est parce que nous sommes là qu'il y a aussi le Luxembourg. Et donc de marcher clairement avec fierté et d'avoir une ville frontalière comme Annecy. À Annecy, ce discours n'existe plus. Hein. Ils sont très contents que les Suisses soient là. Bon, et moi je suis très content que les Luxembourgeois soient là. Mais parallèlement, j'ai toujours pensé qu'il fallait au moins qu'il y ait un développement, une offre d'emploi sur le territoire qui soit lourde. Et qu'on soit toujours dans des limites 50-50. On est exactement, depuis 4 ans, sur 50-50. C'est-à-dire que plus il y a du travail frontalier, plus ici on développe aussi de l'emploi. Un Thionvillois sur 2 travaille oui, de côté de la frontière. Et donc ça veut dire qu'un Thionvillois sur 2 travaille sur le territoire. Et ça, il faut rester là-dessus parce que c'est la grande richesse. Le premier employeur de Thionville, c'est pas le Luxembourg, c'est le CHR. C'est 3000 emplois. Vous avez le Vallée de la Fèche, Michel Liboët a dû vous en parler, c'est quand même une richesse. Même si Arcelor peut mettre des signes d'inquiétude, sur les 5-6 ans à venir, 7 ans à venir, c'est quand même une richesse qui est importante. Et c'est à nous aussi demain de retransformer notre industrie pour avoir véritablement un projet industriel qui est en cours, hein, clairement. Il y a Kubota qui s'est installé, il y a Knauf qui s'est installé, il y a vraisemblablement une usine à hydrogène qui va s'installer sur Thionville avec peut-être 800 millions d'investissements sur le territoire. Donc il y a toujours cette volonté. Et donc ça, c'est le danger effectivement, c'est de perdre cette boussole, parce que si on perd cette boussole, effectivement, on devient une ville dite dortoir. Aujourd'hui, Thionville est le contraire d'une ville dortoir.
puisqu'on construit des établissements sanitaires. Il y a la clinique Paris qui va être reconstruite. La maternité de Thionville, c'est un fleuron. On est à 2600 accouchements. Vous savez, une ville dortoir où il y a 2600 accouchements, j'en connais pas beaucoup. Hein. Bon, ça n'existe pas. Les gens accouchent ailleurs. Bon, ville dortoir. On a l'université qui se développe. On a le commerce qui s'est redéveloppé totalement à l'intérieur de la ville de Thionville, puisque nous sommes passés de 23% à 8% de taux de vacances. Et donc, on est bien dans cette dynamique. Et cette dynamique, il faut effectivement la faire rayonner maintenant sur notre territoire. Et en particulier, ça c'est un engagement fort que j'ai par rapport à Michel Lipgott et aux gens de Val de Fensch, c'est faire profiter de ce rayonnement sur le Val de Fensch. Maintenant, sur le Val de Fensch, il y a aussi, vous savez, progressivement une gentrification qui est en train de se faire progressivement. Hein, des villes comme entre Fleuranges et Terreville, on est sociologiquement avec le même phénomène, avec le fait dû au phénomène frontalier encore. Aujourd'hui, pareil. Il y a une population peut-être dont l'origine n'est pas la même, mais qui progressivement, une partie frontalière, une partie industrielle. Il faut savoir que le nombre d'emplois offerts dans le Val de Fensch, c'est entre 10 et 15 000 emplois. Donc ici, sur notre territoire, Thionville-Fensch, c'est 35 000 emplois qui sont proposés à l'intérieur de nos territoires. Vous savez, c'est ça que... Alors justement, avec la concurrence toujours du Luxembourg, on y revient, oui. On est obligé d'y revenir. Est-ce que la volonté d'attractivité, c'est aussi pour amener une véritable dynamique démographique sur le territoire pour pouvoir pourvoir aux emplois qui sont disponibles. Parce qu'il y a des enjeux des employeurs locaux, et on en croise ici régulièrement, c'est la difficulté évidemment à trouver de la main-d'œuvre. Alors effectivement, là je parlerai en tant que vice-président du conseil de surveillance, c'est quelque chose qui est important du CHR, mais et particulièrement dans la santé, évidemment. La santé, on voit bien qu'à partir du moment, et c'est exactement ce que j'ai vécu aussi à l'intérieur de ma collectivité, de la mairie, à partir du moment où les salaires sont un peu augmentés, où vraiment vous montez, alors sans monter bien sûr comme Luxembourg, et que vous mettez derrière une politique sociale claire, ça retient un certain nombre de gens. Il n'y a pas de fatalité. Bon, il n'y a pas de fatalité. C'est exactement comme le commerce à Thionville, où en 2014, l'ancien maire disait, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la fin du commerce en centre-ville. Non, il n'y a pas de fatalité. Nous, aujourd'hui, sur le CHR, il y a des primes qui sont données aux infirmières qui s'engagent plusieurs années. Il y a des logements qui sont mis en place possiblement par facilité, des places en crèche, et ainsi de suite. Mairie de Thionville, c'est exactement ce qu'on a fait aussi. On avait quand même, à un moment donné, beaucoup de postes qui étaient libres et qui ne sont plus libres du tout, parce qu'on a réaugmenté un peu les salaires de 20, 10, 15, 20%. Parce qu'au bout d'un moment, vous réfléchissez quand même. Parce que si vous avez un salaire qui est de 50% plus élevé au Luxembourg, mais vous rajoutez déjà, ils sont à 40 heures plus. Donc c'est-à-dire c'est 40 heures plus soit. Hein. Bon, c'est-à-dire que déjà vous avez 10% qui sont liés simplement au travail. Et puis vous rajoutez, hier je discutais avec quelqu'un qui me disait, moi mon fils il travaille au Luxembourg, il habite à 30 km de Metz, il met 2h15 pour aller à Luxembourg, aller et 2h15 pour revenir. 5 heures. Donc 5 heures de nounou. 5 heures, vous faites les comptes, et puis vous arrivez, et puis après vous avez quand même, vous perdez votre vie quand même, hein, parce que quelque part à être 5 heures dans les embouteillages. Et donc je ne dis pas que c'est très important, mes propres enfants travaillent au Luxembourg, mais pas à n'importe quel prix, et j'ai toujours pensé que le Luxembourg, le travail au Luxembourg, était un travail qui de plus en plus sera transitoire. Les 5, 10, 15 premières années de sa vie, parce qu'on construit, parce qu'on a besoin, puis à un moment donné, vous réfléchissez. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai récupérés, soit en mairie, soit à l'hôpital, de médecins qui m'ont dit, nous, on vient travailler, j'étais chef de pôle à l'époque, dans le cadre du CHR, parce que moi, j'en ai marre des conditions, voilà. Tout n'est pas vert, tout n'est pas bleu, tout n'est pas gris. Tout ça pour dire qu'on a besoin de nos amis luxembourgeois, mais nos amis luxembourgeois ont besoin de nous. Et ça, je pense qu'ils l'ont compris. On parle un peu de politique. Politique. Parlons un peu de politique. On est à 1 an des élections municipales. Avec tout ce que vous venez de nous dire, c'est inenvisageable que vous ne soyez pas candidat. Alors moi, je l'ai toujours dit, moi je suis véritablement engagé sur un parcours... alors clairement, j'avais toujours dit 2 mandats associés, 2 mandats successifs. Ce qui a changé un peu la donne, c'est la grande agglomération. Parce que je me vois mal aujourd'hui dire à tous « bye bye, je m'en vais, débrouillez-vous ». Donc ça a été un élément... Pourquoi ? Parce que la grande agglomération, dont sa stabilité politique n'est pas là. Et donc, si je pars, je dis pas après moi le chaos. Hein. Puis vous avez un peu envie quand même. Oui, mais je pense qu'il y a un deal avec Michel Lipgott. On s'est dit, on va jusqu'au bout. Vous savez, c'est un peu le deal que j'avais avec Anne Gromersch à un moment donné. Vous quittez pas le bateau une fois que vous avez l'impression que, voilà, parce que on va affronter, pas des tempêtes,
mais je crois qu'à deux, on est capable d'affronter des vaguelettes. Voilà. Bon, ça c'est une chose. La deuxième élément, c'est que je ne suis pas de ceux qui s'accrochent. Il faut que vous l'ayez tous en tête. Moi, j'ai une profession, j'ai un parcours professionnel, je ne dois rien à personne, je n'ai aucune reconnaissance à attendre de qui que ce soit. Mon parcours montre que, à force de fédérer, vous réunissez autour de vous plein d'intelligence, avec un grand I. Et donc, aujourd'hui, je repartirai sur mon mandat si, physiquement et intellectuellement, je suis dans la forme d'aujourd'hui. Je vois tellement parfois de parcours de gens qui s'accrochent et qui n'ont plus. Vous savez, gérer une collectivité comme Thionville, comme Metz, c'est une grande ville, c'est comme une grande agglo. C'est 24 heures sur 24. Il faut sans arrêt, intellectuellement, être connecté, prendre les bonnes décisions. Être maire, c'est résoudre un problème par jour et en avoir 3 qui surviennent par jour. Et donc, il faut sans arrêt être intellectuellement dans une forme d'agilité qui permette effectivement de prendre conscience de ce que veulent les concitoyens, mais au-delà de ce qui est bon pour le territoire. Et ça, il faut être dans une forme intellectuelle parfaite. On n'est pas dans une forme intellectuelle, mais bonne. Et donc, c'est pour ça que je le dis... Donc pour l'instant, c'est le cas. Oui, mais c'est pour ça que je ferai mon test. Ça fait 40 ans que je le fais, le Galibier. J'arrive au haut du Galibier. Ah, c'est quelle période? Si vous arrivez en haut... Eh ben, ça sera fin juillet, là. Ce sera le 27 juillet. Si vous arrivez en haut, vous êtes candidat. Oui, parce que ça fait 40 fois que je le fais. Je suis pas dans de bonnes conditions. Ça veut dire que physiquement, ça tient. Se faire le Galibier en vélo, en vélo électrique, hein, trichez pas. Hein. Ah non, on c'est vérifiera. pas... Non, bah, ça c'est sûr. Hein. J'ai jamais le vélo électrique, j'ai vu le vélo électrique. Juste une petite parenthèse, tant qu'on est sur les municipales, il y a un ex-maire de Thionville qui est annoncé du côté de Metz. C'est quoi votre sentiment, Bertrand Mertz, sur ce... Joker. Joker. Moi, je ne me mêle pas du tout. Et ça, les choses sont claires pour celles et ceux qui sont de Metz. Je ne me mêlerai jamais de ce qui se passe à Metz. Je ne me suis jamais mêlé. J'ai beaucoup d'amis dans les différentes équipes municipales, et en particulier dans l'équipe de Gros-Didier, puisque ma propre adjointe est mariée avec l'adjoint Jean-Marie Nicolas. Donc, j'ai plein d'amis. Qualifié, c'était quelqu'un qui m'était très proche. Voilà. Et donc, je me mêlerai jamais. Ce que je sais simplement, si on est plutôt dans une forme de stabilité lourde maintenant à Thionville, depuis 10 ans, il est important que notre territoire ait une stabilité. Voilà. J'irai pas plus loin. Il faut une stabilité. Voilà. Clairement, il y a un alignement des planètes qui est en train de se faire avec la région, le département, avec Metz, Thionville. Il y a jamais, je le dis aussi. Hein, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Quand j'entends souvent, parfois, mais Thionville, mais non, Thionville joue ses atouts. C'est tout. Des atouts qui n'ont jamais été joués. Moi, j'ai simplement pris la situation, le potentiel de développement économique, universitaire, sanitaire, et je joue ces atouts et ça marche bien. Donc on va poursuivre sur le terrain politique. Son filtre, c'est une émission politique. Il y a quelques jours, quelques semaines, au Cercle des Parèges, à votre place, Michel Ligotte, nous recevions Michel Ligotte, on parlait de la situation nationale, on parlait éventuellement d'une dissolution qui pourrait arriver à partir de juillet, on ne sait pas. Et lui-même n'a pas écarté la possibilité d'être candidat aux législatives. Est-ce que vous seriez tenté aussi, même si on sait que sur votre circonscription, c'est Isabelle Roche qui est députée et qui est finalement assez proche de vous. Déjà, vous avez répondu à la question. Voilà, j'ai fait la réponse à votre place. Moi, je suis le porte-parole d'Édouard Philippe, donc sur le territoire. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, je crée l'environnement le plus favorable, qui est en train de devenir d'ailleurs très favorable, parce qu'au niveau des grandes villes, Messines, elles sont toutes plus ou moins à coloration horizon maintenant, soit certaines très marquées Thionville-Montigny, soit Sarreguemines, Forbach, Boulay avec une coloration forte. Donc je crée les conditions pour que Édouard Philippe soit président de la République. Donc le seul élément qui me ferait bouger, c'est si on se retrouvait avec un gouvernement du Rassemblement national, voilà. Où là, je me reposerai les questions. Voilà, est-ce que ma place, elle est sur le territoire, si j'assure bien ma succession, je veux dire quelque part, et pas aller combattre là, parce que je suis un combattant. Moi, les choses sont claires. Hein. Moi, j'ai des valeurs européennes, humanistes, centre droit, vraiment très marquées, et social-libérales. Donc, les choses sont claires. Et donc, me satisfaire, je ne peux pas imaginer. Ça veut dire quoi? Parce qu'en 2027, on aura. De toute façon, en 2027, il y a des chances.
En tout cas, on peut avoir Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est pas une chance pour moi. Non, c'est pas une chance, justement, parce que je dis c'est pas une chance. Un risque, voilà. Au deuxième tour, face à un candidat de l'arc républicain, quel qu'il soit, peut-être Édouard Philippe, peut-être pas. Est-ce qu'en cas de ce schéma-là, justement, ce duel-là, vous amènerait à non, mais si, je redis, si... Je me jette dans le combat national, avec Édouard Philippe ou quelqu'un de l'arc républicain. Si Édouard Philippe ou quelqu'un proche, voilà, sans se retrouver battu, ce que je ne crois pas, je le dis, pour moi, c'est pas du tout une fatalité, hein, c'est clair. Hein. C'est un peu comme l'Europe, hein, c'est pas une fatalité hein, de dire il faut se mettre la tête sous le boisseau et attendre que les Américains nous disent ce qu'il faut faire. C'est pas une fatalité, mais c'est le seul cas où j'interrogerai bien sûr Isabelle Roche, dire est-ce que tu y vas ou tu y vas pas. Elle me dit j'y vais pas, j'y vais. Voilà. Voilà. Parce que là, je suis un combattant, mon grand-père a été déporté pendant la guerre, je ne peux pas supporter l'idée d'avoir quelqu'un qui soit issu d'un parti qui était créé par des nazis. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est le seul cas de figure, et je ne crois pas à ce cas de figure possible. Et puis il est possible qu'Isabelle Roche me dise je pars au combat. Voilà. Voilà. Vous ne croyez pas à une victoire du Rassemblement national en 2027 ? Moi, je reste toujours... je pense que les Français... Alors, c'est vrai, il y a aujourd'hui beaucoup d'insatisfaction. Macron a plutôt fait beaucoup de mal, je dirais en tant que politique, hein, je parle pas de l'homme, mais notamment avec cette dissolution, qui n'était pas prévue. Enfin, nous, on l'a appris le soir des Européennes. Bon, même Édouard Philippe, que j'ai eu au téléphone, était même pas au courant. Ah, c'est quand même pas satisfaisant de savoir que les propres alliés, dont Édouard Philippe, qui est quand même quelque part une des personnalités qui compte maintenant sur l'arc républicain, n'est même pas au courant. Donc ça a été une catastrophe, pas préparée, mal préparée, et nous retrouver maintenant avec une incapacité de gérer l'Assemblée nationale. Donc ça c'est. Maintenant, pour revenir sur 2027, je pense que les Français, et on l'a vu à travers l'élection de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont pas prêts. Hein. Je pense qu'il y a 30% des Français, effectivement, qui votent, 35% qui votent. Parce qu'entre dire « Ah, il faudrait que le Rassemblement soit là » et voter, pas la même chose. Et surtout voter quand vous êtes dans une alternative présidentielle. Vous savez que vous allez mettre un bulletin, possiblement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les conditions, tant que ça sera Marine Le Pen, je me trompe peut-être, hein, mais je sens pas un enthousiasme, puis c'est quand même quelqu'un aussi... Bardella Oui, Bardella, il sera jamais adoubé par Marine Le Pen. Voilà, donc parce que je suis assez fin maintenant politicien pour savoir que à l'intérieur des équipes, c'est pas parce que vous êtes le meilleur que c'est vous qui gagnerez. N'oublions pas Fillon, hein. Bon, Fillon, il s'est pas retrouvé dégommé comme ça par le plaisir, et c'est pas la gauche qui l'a dégommé, hein, c'est à l'intérieur de sa famille. Regardez Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, c'est pas à l'extérieur de la famille qui s'est fait déglinguer. Oui, hein. c'est d'autres choses. D'autres circonstances, on va dire. Voilà. D'autres circonstances, mais qui auraient été, bien entendu, favorisées par des gens qui, voilà. Si on évacue le cas de force majeure, du coup, qui vous ferait aller aux législatives, oui. Est-ce qu'il y a d'autres mandats qui, intellectuellement, vous intéresseraient ? Il y a la présidence du département qui va se libérer, non. Il y a les sénateurs, il y a des choses comme ça. Est-ce que ça pourrait vous attirer ? Non, moi, alors, le département, déjà. Non, département, non. Voilà, donc, non, pourquoi ? Parce que vous je pense, j'y suis allé. Ça vous intéresse pas comme si, tout m'intéresse. Mais je pense que je suis tellement occupé sur ma mairie et sur la présence de l'agglomération, demain qui va quand même être une agglo de 160 000 habitants, je pense que là, c'est le moment pour moi de faire monter des jeunes. Ou des gens parce qu'il y a aussi ma succession derrière. Non, mais vous pouvez gérer votre succession ici à Thionville et prendre la présidence du département. Non, le président du département, il y a des gens très bien qui veulent se positionner et je les soutiendrai. Non. Qui ça, par exemple ? Vous le savez aussi bien que moi, donc je ne vais pas vous répondre. Non, mais voilà. Et donc, département, non. Région, moi j'ai excellents conseillers régionaux sur le territoire qui font le job. Ça, c'est très bien. Le seul élément qui pourrait faire bouger, c'est si demain, il y avait une proposition d'un poste plus haut placé. Voilà, où il y a Édouard Philippe est président, par exemple, quand vous propose le ministre de la Santé ou... Peut-être pas la santé, mais sur les affaires européennes, voilà. Donc voilà. Mais par exemple, mais vous savez, il y a tellement de monde maintenant. Moi, j'ai bien vu, j'étais aux côtés d'Édouard Philippe il y a maintenant 3 ans. Il y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, ça gravite de partout. Donc je vois bien, c'est comme dans la cour à Versailles. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens 10 fois plus compétents que moi. Mais c'est clair que si Édouard Philippe dit Pierre, moi j'ai besoin de toi. Voilà, c'est le type. Si la municipalité est bien stable,
Si l'agglomération est bien stable, voilà, c'est la seule chose. Mais je cours pas après, honnêtement. J'ai fait 40 ans de médecine, à très haut niveau, à travailler 14 heures par jour, voilà. Oui, mais qu'on veut servir son pays, qu'on a le sens de l'État et, j'allais dire, du service public, Oui, voilà. Oui, mais les choses... Arriver à, j'allais dire, voilà, à votre niveau de carrière, on peut essayer de pousser quelques pions, effectivement, Oui, mais- dans l'équipe d'Édouard Philippe pour dire, tiens, pousser quelques notes sur les affaires Oui, européennes. non, mais ça, il y a aucun problème. Voilà. Là, il y a aucun problème. On sait comment. Et puis, on a toutes les entrées qu'il faut. Vous savez, il y a une chose, et je vous l'ai dit, Stéphane, hein, qui a changé quand même les choses. Aujourd'hui, la vraie politique, elle se fait sur les territoires. Hein. Le vrai pouvoir, c'est au niveau d'une grande agglomération, de la région, ou d'une grande ville, ou d'une ville. C'est là. Parce que quand on voit aujourd'hui, quelque part, ce qui se passe via l'Assemblée au ministère, honnêtement, moi, je vois régulièrement des ministres être à la télévision, je ne sais même pas qui c'est. Hein. Voilà. Et donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, que la concrétisation d'une carrière politique se fasse aujourd'hui, dans les conditions actuelles, en étant ministre 6 mois. Hein. Moi, je préfère largement travailler sur mon territoire et avancer. Parce que là, on a des enjeux colossaux. Vous savez, on a discuté en aparté. On nous dit, oui, il n'y a plus de grands hommes politiques en Lorraine. Alors ça, je l'ai entendu partout. Alors, Oui, depuis les années Voilà. 90, j'allais dire. Alors on oublie... André Rossino, Oui. Jean Bayrou, Gérard Longuet, etc., etc. On oublie une chose essentielle. C'est que si André Rossino, qui est un de ses enfants, presque André Rossino, il n'y avait pas eu le cumul des mandats, il n'aurait pas été ministre. Et donc, il aurait été maire de Nancy. Et il aurait peut-être fait aussi bien, voire plus, que le fait qu'il ait été maire de Nancy et ministre. Et donc, on oublie que le non-cumul a amené la plupart des maires et des grandes personnalités à ne pas s'engager plus loin. Et je pense que la députation sénatoriale, et je pense que cette réflexion-là, elle est partagée avec François Cordier, avec un certain nombre de grands élus. Ça, c'est une Et chose. c'est une mauvaise chose? Comment? C'est une mauvaise chose? Ah, moi, je pense. Alors là-dessus, je suis comme Édouard Philippe. Alors là, je pense que c'est l'erreur. Vous savez, la non-représentativité, le fait que les gens ne se sentent plus représentés, mais c'est déjà, parce qu'avant le maire, quelque part, il était sur les deux. Il portait une parole politique. On a des parlementaires qui sont hors sol, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Alors, pas tous, et je veux pas du tout les accuser, mais c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, tu as des décisions, tu as des discussions, tu as des textes de loi qui sont actuellement votés. À aucun moment on a interpellé le maire de Thionville, le maire de Metz, ou aucun. On sort des textes de loi, on sait même pas d'où ça vient. Et d'ailleurs, les gens le disent. Et donc, clairement, le non-cumul du mandat est une erreur majeure. Est-ce qu'on pourra revenir? Je n'en sais rien. Édouard Philippe le porte dans ses propositions de dire il faut à un moment donné. Alors, après, il y a des verrous. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, je peux être maire de Thionville, président de l'agglomération, conseiller départemental, puis président de 5 syndicats. Ça gêne personne. Ça gêne personne. Et cumuler, alors pas cumuler sur les 3 mandats parce qu'on est écrété, mais le reste, on peut y aller. Ça gêne personne, ça. Par contre, député-maire, mais moi, j'aurais largement le temps aujourd'hui, député-maire, en excluant le fait d'être président de la grande agglomération. Vous êtes député-maire, vous êtes président de l'agglo et vous êtes député, et pas les 3. C'est-à-dire qu'il faut inclure le fait d'être président au-delà de 100 000 habitants. On ne peut pas, là, avoir un cumul du territorial local plus de la députation. Mais le reste. Aujourd'hui, moi, c'est très bien parce que je passe mes messages, j'ai mes canaux. Mais le maire qui n'a pas ses canaux, c'est quoi? Alors, tout à l'heure, Aurélia évoquait différentes élections ou différents mandats, et il y a le mandat de sénateur. Aurélia a cité le mandat de sénateur. C'est quelque chose qui vous intéresserait bien, ça, sénateur. Alors écoutez, le Sénat, normalement, c'est les représentants des collectivités, quoi. Donc vous avez vous avez le parcours et le profil. Ça se pour être discutera en sénateur. 2028. Alors, on a une excellente candidate. Hein, je rappelle qu'elle a perdu 2 voix. Hein, donc ça, quelque part, je pense qu'on aurait très bien pu passer une sénatrice, et Anne Boucher, clairement, qui avait les qualités, voilà. Ça, on verra bien en 2028. Ça, c'est encore un mandat différent. Mais pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas, sénatrice. Mais pourquoi faire? Est-ce que je suis pas plus utile en 2028 à développer la grande agglomération qu'être sénateur assis dans un fauteuil et écouter ce qui se passe? Voilà, donc après, c'est pour ça que je dis, attention, il y a la... C'est pas très sympa pour les sénateurs. Comment? C'est pas très sympa pour les sénateurs. Non, mais ouais, Jean-Marie Mison, c'est quelqu'un extraordinaire qui était maire quand même pendant 25 ans, bien sûr. Mais c'est pas, aujourd'hui, quand je dis la politique se déclenche sur les territoires. C'est sur les territoires que ça se fait. Et les gens, honnêtement, ils ne parlent pas de ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Il me parle de ce qui se passe à Thionville, hein. Il me parle de ce qui se passe avec les frontaliers, il me parle de ce qui se passe avec le parking silo qu'on va inaugurer, c'est ça. Le reste, ils n'en parlent pas, hein. Les Français, ils sont déconnectés, hein, parce qu'ils disent, qu'est-ce que c'est de ce qui se passe? Alors, je mets pas en exergue les députés, c'est très compliqué, la situation. Mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Et puis, le deuxième élément que je voulais dire, c'est que, moi, je rappelle que, en Lorraine, on a eu quand même la faculté extraordinaire de mettre quand même une gare TGV dans les champs et un aéroport dans les champs. Là, c'est un petit coup de canif vis-à-vis de ceux qui pas un coup de canif. Non, mais c'est pour dire. Des fonctions, non, mais c'est pour dire. De député-maire ou non, de sénateur. C'est pour dire que la vraie politique, elle se décide sur les territoires. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette rivalité qui a été à un moment donné plutôt mortifère, on aurait peut-être trouvé un arrangement pour que l'aéroport soit à un endroit et que la gare TGV soit à l'autre. Voilà. Voilà ce que je dis simplement. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi j'ai un grand respect pour André Rossineau, un très grand respect pour Jean-Marie Rouge, très grand. Mais on peut pas dire, comme je le vois parfois dans la presse, sous la plume de certains, non mais politique, il n'y a plus rien. Non, mais aujourd'hui, il n'y a plus le cumul des mandats. Mais fusionner deux agglos comme ça s'est jamais fait en France. Ça s'est jamais fait. Est-ce que fusionner deux agglomérations, est-ce qu'on aurait pu le faire en 1985 ? Je suis pas sûr, hein. Parce qu'à la limite, on aurait dû, si on va jusqu'au bout, on aurait dû depuis bien longtemps se dire, on a bien sûr subi l'annexion qui a créé des fractures terribles, mais après tout, avoir une forme de métropolisation entre Metz et Nancy, ça c'était quelque chose ça c'était quelque chose pour moi politiquement d'extraordinaire. Politiquement, justement, il y a quelque chose dont on ne parle presque plus, c'est le sillon lorrain. Il est mort, il est pas mort, ce journée, peut-être prochain président. Alors ça va renaître quand vous allez être président. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Alors, le sillon lorrain a été créé à un moment donné où il fallait un pôle métropolitain. Je rappelle, puisqu'il y a les grandes métropoles qui avaient été décidées et ni Nancy ni Metz ne pouvaient être ville métropole. Et donc, André Rossineau a eu ce génie de dire on va se créer un pôle métropolitain qui va quelque part pouvoir avoir des compétences de type métropolitaine. Et c'est voilà, et c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis, lorsqu'il y a eu la loi NOTRe, à partir du moment où ils ont réouvert la porte, Nancy et Metz devenant petite métropole. Métropole tout de même. Non, mais quand je dis petite, vous pouvez pas comparer Nancy et Lyon. Non, mais ils ont le même statut, ceci dit. Oui, pas tout à fait, pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Vous avez Marseille-Aix, c'est le département. Lyon, c'est le département. Et donc, on a créé ça. J'ai toujours dit que le fait qu'il y ait deux, et je reviens sur mon expression, petite métropole, devait nous engager à travailler main dans la main. Voilà, c'est ma vision. Et puis, les deux territoires, Thionville, bien sûr, dans le cadre lorrain, et puis jouant sa carte avec le Luxembourg, et Épinal, étant dans une configuration différente. Et donc, le sillon, il a aujourd'hui le mérite d'exister. Il a le mérite de pouvoir se parler très régulièrement entre les quatre maires des principales villes. Ça, c'est important, puisqu'il y a encore 15 ans. Épinal, Nancy, Metz. Voilà. Parce qu'il y a encore 20 ans, les gens ne se parlaient pas. Oui, puis il y a 3 ans, le maire de Metz et le maire de Nancy, c'était pas non plus la grande entente quand même. Oui, oui. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, est-ce que dans ce sillon lorrain, on peut porter des projets communs? C'est ça, c'est les projets. Alors, on porte l'universitarisation. C'est compliqué, mais on avance. Oui, on avance tout doucement. Donc, on va dire que c'est dans le cadre du sillon lorrain. On a porté la bibliothèque numérique. Donc ça, c'est des projets qui peuvent être portés à l'échelon. Et puis, quand on parle de mobilité, par exemple, le reste, vous allez prendre je vais jusqu'au bout, Stéphane. Votre programme. Je sais où il veut m'amener, et je pense qu'aujourd'hui, puisque Thionville se restructure dans une grande métropole quelque part, hein, je pense qu'il y a des liens très forts à renforcer avec Metz Métropole. Voilà. Parce que on a des enjeux communs. Hier, j'avais François Grudy au téléphone dans le cadre du CHR. Et je lui disais, on va peut-être, alors ici, à Thionville, faire quelque chose de révolutionnaire. On va peut-être développer un réseau de chaleur fatale. Avec quelle chaleur? L'énergie que vous produisez vous-même, non, je pense. Avec la chaleur de la centrale nucléaire. Ah! Unique en France, unique en Europe. Puisqu'on s'est aperçu que pour développer la chaleur fatale, Arcelor était plus trop OK.
pour des raisons multiples, parce qu'ils ont besoin de cette chaleur aussi pour décarboner leur propre industrie. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est dégagée par des cycles par un cycle de production, voilà, quel qu'il soit, et qu'on essaie de récupérer. Et donc, j'ai été contacté, alors c'est quelque chose qui trottait dans ma tête, et j'ai été contacté par un ami, un ancien maire de Nancy, d'ailleurs, pour pas le citer, et qui me dit, qui est avocat maintenant, et qui dit... alors on traduit, excusez-nous, on fait les sous-titres. Voilà, Lorena, qui dit, tiens, voilà, je travaille pour... Voilà, est-ce que tu envisagerais pas un jour peut-être d'utiliser la chaleur fatale de la centrale nucléaire pour faire du chauffage urbain? Banco. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet majeur, hein. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Demain, une centrale nucléaire comme Cattenom sur 1 ou 2 tours peut chauffer le quart nord-est. Donc, ouais, ça nous pousse, hein, tout ça, à réfléchir. Et donc, voilà. Et donc, pourquoi j'en viens là? C'est-à-dire que nous, j'ai dit le go pour l'agglo, donc on va travailler sur ce projet, qui est colossal, hein, Et j'ai eu François Grosdidier au téléphone en disant, François, moi je travaille là-dessus, est-ce que ça intéresserait pas à un moment donné la métropole de Metz, peut-être, un jour, pour envisager une extension du chauffage? Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui que nous avons en commun. On a la même rivière, la même université, le même hôpital, la même voie ferroviaire, la même autoroute. Et, quelque part, on doit travailler ensemble sur les déchets, sur l'incinération, sur les biodéchets, sur la méthanisation. Et là, on a... Alors oui, donc, on change un peu... Là, on est dans du rapprochement sur des projets, pas politiques, hein, je suis clair. Hein. Je pense que les deux structures sont assez lourdes là. Oui, ce que vous voulez dire par là, c'est que voilà, c'est un projet de rapprochement, voilà, de fusion des métropoles et de l'agglo, etc. Par contre, qu'on ait des liens très forts, dans le cadre, pourquoi pas d'un pôle métropolitain Nord-Lorraine, pour moi, ça aurait du sens. Voilà. Mais en gardant le Sillon-Lorrain comme un espace de dialogue et surtout d'avancer sur des projets qui sont lorrains. Moi, je suis très lorrain. Hein. Très lorrain. J'ai remis d'ailleurs le drapeau de la Lorraine sur la façade de l'hôtel de ville, parce que je crois que c'est important que la Lorraine développe elle-même, alors pas sa propre identité, hein, je suis pas communautariste, mais dire l'Alsace est très forte, et il est temps que la Lorraine maintenant se ressaisisse. Et le fait qu'il y ait maintenant 3 grands centres urbains, plus un 4e qui est Épinal quand même, mais qui est plus semi-rural, on va dire. Mais 3 grands centres urbains nous donnent des responsabilités à travailler ensemble, et en particulier entre Metz et Thionville. Alors on arrive à la fin de cette émission. Pierre Cuny, encore une dernière question, et là on va quitter Thionville. On va parler un peu mais rapidement de la situation internationale qui est assez préoccupante. Et on a remarqué, Aurélia, que vous-même vous aviez posté il y a quelques jours sur Facebook un post assez dur, mais que je pense que beaucoup assez fort concernant Donald Trump, et vous le qualifiez carrément de dictateur. Ah oui. Ben moi je crois, moi je suis quelqu'un qui adore l'histoire, et donc la ville, justement, on la restructure à travers son histoire. On aura l'occasion de le faire tout à l'heure, à travers son histoire. Ne pas connaître l'histoire, c'est quelque part ne pas comprendre aujourd'hui et insulter l'avenir. Et le mot d'insulte était un peu celle-là dans Trump. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a un accord qui est fait, un dictateur qui dit « c'est comme ça, soit vous faites la paix, soit je fais la paix et je prends les richesses, soit vous ne la faites pas et je vous laisse tomber », on est dans des dictats. Et cela me rappelle quand même diablement les accords de Munich. On a laissé tomber les Sudètes en se disant, et je crois que c'est Churchill qui disait entre la guerre et le déshonneur, on a choisi le déshonneur et on a eu la guerre. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation d'abandon de l'Ukraine. Maintenant, il faut aller plus loin. Et je vais rectifier un tout petit peu mes propos. Et puis, j'irai plus loin. L'accord aujourd'hui, Poutine-Trump, c'est l'accord, si vous regardez bien, Staline-Hitler. On va s'occuper, on gère le problème de l'Europe. Une fois qu'on a géré ça, on se retourne contre la Chine. C'est ça. Et puis en fait, on s'est aperçu que rapidement, Staline est reparti contre Hitler. Et donc, ça, c'est les ferments même d'une guerre mondiale. Clairement. Maintenant, si Trump arrive à dire, terminé, vous restez dans vos frontières, les 20%. Et si l'Europe utilise, mais comme là aussi, qu'est-ce qu'a fait De Gaulle? C'est en 62, 63. Il a dit aux Américains dehors. Nous, on va se débrouiller tout seul, on sort de l'OTAN et on fait notre force nucléaire. Si on utilise cela pour que l'Europe, véritablement, crée une vraie...
Alors, moi, je suis pas militaire. Une armée ou des armées coordonnées, c'est-à-dire qu'on a un commandement unique, en tout cas. voilà, une défense européenne. Je crois que parce qu'on a quand même une dissuasion nucléaire qui est chez nous et en Angleterre, mais en Angleterre, je le rappelle, c'est les Américains qui doivent appuyer sur le bouton. Hein. Mais nous, on a une dissuasion. On peut raser, voilà, où on veut. Si Trump arrive à faire ça, si on assure de par l'armée la stabilité complète des frontières et qu'il y ait des redistributions qui soient faites, parce qu'il faut pas aussi, il faut regarder l'histoire. L'Alsace-Moselle, quand elle a été annexée, 50 ans après, il y a eu la guerre. Les Ukrainiens ne se satisferont jamais d'un territoire amputé de 20%. Et donc, c'est reporter simplement à dans 5, 10, 15, 20 ans, le même problème, avec les mêmes conséquences, et peut-être avec une déflagration qui sera mondiale. Et donc voilà. Et donc, clairement, moi, ma position, elle est claire. Je pense qu'on a affaire à... Alors, je parlais de psyché. On a deux psychés complètement différents. Trump, qui est complètement incontrôlable. Comme ça, c'est un mot qui passe bien. Et Poutine, qui est un malade, mais qui a un psyché d'une intelligence redoutable, ancien du KGB, et qui poursuit, lui, la reconstruction de l'URSS. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des fautes avant? Certainement. Puisque les accords de Minsk n'ont pas été totalement aboutis. Je rappelle qu'il devait y avoir une autonomie du Donbass, qui n'ont pas été jusque-là. Est-ce qu'il y a eu des maladresses? Effectivement, parce qu'on peut comprendre aussi qu'un pays comme la Fédération de Russie ne veut pas avoir l'OTAN collé à ses frontières. Voilà, et donc tout ça, ça a été très très mal géré. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que chaque fois qu'on met sous le tapis un problème sans le régler, on donne à nos enfants le problème avec 10 fois plus de difficultés. Regardez ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Depuis 1946, on n'a jamais réglé ce problème-là, et ce problème, il ne fait qu'empirer, empirer. Merci Pierre Cuny, merci d'avoir joué le jeu de Sans Filtre ici au direct du Thionville Open au spot. Merci à nos partenaires, le Cercle des Parèges, Orange et la Maison Bianchi. Prochain rendez-vous le 11 avril avec un retour au Cercle des Parèges à Metz pour accueillir une des vice-présidentes de la région Grand Est, la nancéenne Valérie Debord. À bientôt. Merci.